Nous allons commencer, parce que ça va être relativement court. On a d'autres chantiers sur lesquels on aimerait vraiment travailler pour la suite, parce que le plus important, ce sont les perspectives. Mais permettez-moi d'abord de commencer par une tradition inventée, comme le disaient Eric Hobsbawm et Terence Rogers, Making the Tradition. Je dis bien effectivement une tradition inventée. Je ne veux pas parler de la genèse de la Bible, mais quasiment de la genèse de Riclas, qui est quand même beaucoup plus intéressant. Il s'agit donc d'une balade sur le sentier scout, pas très loin d'ici, à Mafate, avec Jean-Jacques Salonne. Et puis on discutait effectivement de notre relatif isolement en tant que chercheur à Mayotte et à La Réunion. Et puis avec cette idée que finalement, à chaque fois que les Outre-mer devaient se rencontrer, on était obligé de passer par le prisme métropolitain. Donc on a commencé à discuter autour de ça, longuement, très longuement, chez Johnny à l'État-Bourse. Voilà. Et puis à partir de là, a émergé dans l'esprit de Jean-Jacques cette idée finalement de structurer quelque chose qui nous permettrait de travailler ensemble de manière plus libre. C'est à ce moment-là qu'effectivement, il a pu contacter donc Rodica et puis Séverine. Rodica était en Polynésie, Séverine à l'époque était en Nouvelle-Calédonie. Nous avions véritablement ici un échantillon tout à fait intéressant des Outre-mer qui nous permettait peut-être de commencer à jouer. Mais je vous l'ai dit dès le départ, c'est une tradition totalement inventée. Alors pour cette conclusion, donc ça sera assez classique. D'abord un bilan scientifique de 2-3 heures, c'est ce qui est prévu. Ensuite des remerciements et puis ensuite quelques perspectives. Donc d'abord pour le bilan scientifique. Ce que j'ai trouvé, ce sera plutôt ma propre perspective que je vais vous exposer. On n'a même pas échangé là-dessus. Ça a été fait ce matin. D'abord, j'ai trouvé que les différents axes qui se sont croisés, les 3 axes que nous vous avions proposés, à savoir les méthodes, les représentations, les pratiques et les ressources, eh bien finalement se sont croisés de manière tout à fait... C'était relativement harmonieux. J'ai trouvé qu'on n'a pas tombé dans des labyrinthes tout à fait improbables et que finalement, derrière tout ça, il y a quelque chose qui a émergé, il y a un sens commun qui a émergé. Ces axes nous ont permis de voyager. Il suffit de regarder autour de nous, de l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien. Ces axes nous ont également permis de voyager de l'Europe, même à ses confins boréales, Finlande, voilà. Ensuite l'Afrique, ensuite le continent américain. L'exotisme parfois nous a guettés, notamment lorsque certains collègues métropolitains sont venus nous voir. Alors, ces marges ont été pensées à la fois en termes de proximité et de distance. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, mais quelques éléments qui, moi, m'ont marqué. En tout cas, ce que j'ai compris, c'est que émerge de tout ça une forme de centralité, même marginale, finalement, autour des thématiques que nous avons développées. Des marches qui constituent des fronts pionniers, qui ouvrent de nouvelles frontières, pour reprendre le titre de l'ouvrage que je n'ai pas avec moi, mais que nous avons publié et qui correspondait en quelque sorte aux actes du colloque de 2022 en Polynésie. Des marges qui n'ont pas été essentialisées, ce qui était tout à fait intéressant et important pour nous d'un point de vue conceptuel et d'un point de vue heuristique, mais qui ont été principalement interrogées. Je pense qu'on va sortir d'ici avec plus de questions que de réponses. C'était peut-être là, je pense, la principale gageure. Alors on est passé des marges des copies d'élèves, la plus classique, pour ensuite passer des marges curriculaires et pourtant centrales dans le développement des élèves. Nous avons évoqué aussi des marges qui ont mis en évidence des savoirs autochtones, des savoirs en marge qui questionnent de nouvelles didactiques contextuelles, des marges créatives en termes de dispositifs pédagogiques souvent innovants. J'ai pu entendre des expressions comme « faire marge ». J'ai bien aimé cette expression lors d'une communication. J'ai entendu aussi ce matin « ce qui fait marge » comme étant des leviers permettant donc l'innovation. Des outils donc appropriés aussi aux différents contextes exposés. Cette adaptabilité témoigne d'une grande intelligence donc épistémique, d'une certaine recherche heuristique. Des cadres méthodologiques ont ensuite été adaptés aux marges. Ce matin, Rodica en parlait également. L'idée de marge et de frontières épistémiques a également été évoquée au cours de ce colloque. Des marges également qui engagent des défis éthiques extrêmement importants. Et les communications ont surtout pensé les marges dans le cadre de situations qui insistent sur les rôles des acteurs plus que sur le poids des contextes. C'est ce que je disais tout à l'heure, cette idée de ne pas enfermer, de ne pas essentialiser les marges, c'était quelque chose qui nous semblait très important.
Alors je vais commencer maintenant les remerciements, donc c'est un par un, hein, soyez prêts. Je vais surtout essayer de n'oublier personne. D'abord, je vous remercie en tant que communicant d'avoir participé à ces 3 jours de colloque, puisque les formats étaient parfois un peu complexes, un peu hybrides, entre du présentiel, du distanciel et des capsules vidéo. C'était pas forcément évident de gérer l'ensemble de ces formats. J'ai trouvé, mais c'est peut-être mon esprit qui me pousse à ça, mais j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonne humeur. Voilà, j'ai trouvé qu'il y avait un esprit extrêmement positif dans les communications. Que vous y avez également un esprit un petit peu, on va dire, pédagogique ou didactique dans vos communications. C'est-à-dire, c'est pas simplement une communication sans public. Il y avait véritablement de votre part cette volonté d'expliquer aux personnes qui étaient présentes. Est-ce la présence de public parfois étudiant qui vous a poussé à faire ça, de retrouver une sorte d'habitus d'enseignant? Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était extrêmement bénéfique. En tout cas, moi, j'ai compris plein de choses grâce à cette posture. Voilà. J'ai vraiment aussi eu l'impression qu'on a fait une communauté, on en parlait ce matin, pas simplement une communauté de chercheurs, hein, mais dans le sens classique du terme, mais une communauté qui partage finalement des paradigmes et des objectifs qui sont communs, notamment en termes humains, en quelque sorte, et finalement, on a des objectifs qui sont véritablement partagés autour des démarches de la centralité, de remettre les marches peut-être au centre, finalement, de la contextualisation des apprentissages que nous avons évoqués de nombreuses fois. C'est aussi une communauté, j'ai pu le constater surtout hier soir, qui partage aussi le goût pour les bons repas et puis des agapes un peu plus légères, si je peux me permettre. Bon. Je remercie également les étudiants qui ont été invités, j'insiste, ont été invités, vraiment invités. Ce qui veut donc dire que la plupart de ceux qui sont venus avaient un intérêt par rapport notamment à leur objet de leur mémoire de recherche dans les différentes disciplines qui étaient concernées. Je remercie également les responsables des laboratoires ICAR et DIR qui ont participé à ces événements, directement ou indirectement, c'est-à-dire parfois en amont. Je remercie également les enseignants de l'INSPE qui ont participé parfois aux différentes communications, qui nous ont motivés, Séverine et moi-même, assez régulièrement pour nous dire bah, « vous en êtes où, on vous attend vivement que cet événement puisse se dérouler ». J'insiste notamment et je remercie plus particulièrement Nadine Richard qui effectivement nous a beaucoup aidé sur la mise en œuvre de pratiques techniques de ce colloque, ainsi que notre ingénieur d'études Gwenaël Marché. Une mention particulière également pour notre ingénieur d'études, Philippe Letellier, que vous avez peut-être constaté pour ceux qui ont fait des capsules vidéo. Donc je vous remercie également, Marlène, Alexandra, Amélie, Staline, Christine, Stéphane, Isabelle, Anne, Marie, Linda, Hervé, Marie-France, Nathalie, Thérèse, Audrey, Dylan, Loïc et Marian. J'espère pas oublier personne. En tout cas, pas encore Marian, bientôt. En tout cas, au départ, il n'y avait que 3 personnes qui étaient candidats, et puis finalement, ça s'est un peu décanté, ça s'est mis en place. On va revenir sur ce format un peu plus tard. Je remercie également Philippe pour sa maîtrise des outils numériques qui nous a permis notamment de pouvoir trier et inviter les étudiants au fur et à mesure donc, de ce colloque. Une mention également particulière pour Bruno de la DSI. Une mention également particulière pour Pascal Hollock, qui nous a sauvé la mise, notamment pour le repas, parce qu'on était vraiment, effectivement, désœuvrés, puisque la cafétéria avait fermé à peu près une dizaine de jours juste avant l'ouverture du colloque. Vous imaginez un peu l'urgence. C'est pour cette raison, et on s'en excuse, que les repas n'ont pas toujours été à la hauteur de ce qu'on espérait, mais en tout cas, on a pu se débrouiller au dernier moment grâce à elle. Je remercie également Malena Dumoutier, qui est la responsable administrative du site, qui a également favorisé cette liaison. Je remercie plus particulièrement aussi la Daman, qui est ici. Voilà. Je ne parle pas, bien sûr, de la marmotte africaine, mais, voilà, mais je parle bien de la direction de l'audiovisuel, du multimédia et de l'accessibilité au numérique. Donc Jean-François Février, Laurent Février, Éric Esnault et Emmanuel Ponce, ainsi que Marc Lawassing, que vous avez vu de nombreuses fois, à la fois ici dans l'amphi et également dans les différentes salles, pour nous aider à nous connecter, et qui a eu une patience d'ange également avec nos doctorants pour leur expliquer le fonctionnement technique de ces formats hybrides que j'évoquais tout à l'heure. Je remercie également les doctorants, donc je les vois, ils sont un peu cachés au fond, n'hésitez pas à vous montrer. Donc Leïla à l'endroit, ensuite Maxime Balza,
Ensuite, Christophe Bernard, Wissal Kébir, et puis Marielle Rafano-Mézane, qui vous ont aidé en quelque sorte, et ont aidé aussi les modérateurs des différentes sessions à ne pas vous préoccuper de l'aspect technique, ce qui est très très important parce qu'on adore. Voilà, il fallait vraiment que chacun soit concentré sur ses tâches pour qu'il y ait véritablement, on va dire, un travail efficace. Et puis, je n'oublie pas, excusez-moi, ce sera mon premier mot de créole, eh bien, je remercie mes dallons, mes amis en créole, donc Séverine et Guylaine d'avoir organisé ce colloque avec moi. Perspectives maintenant. Ces perspectives sont liées en termes de médiation scientifique, finalement. Qu'est-ce qu'on va faire de cet atelier? C'est un mot qu'on utilisait ce midi avec Marion, l'atelier. On est sur le faire. C'est un petit côté artisanal, j'ai trouvé, qui était très sympathique dans nos différentes sessions. Donc, d'abord des publications. Donc, ce qui est prévu est quasiment acté, c'est qu'il y aura une partie des communications qui seront publiées dans une revue ACL, proche de l'IFE. Faites un recoupement et vous aurez le nom. Ensuite, nous avons également un accord qui est établi déjà depuis plus de 6 mois avec les presses universitaires indiano-océaniques. Et nous avons également, pour le symposium qui s'est déroulé autour des adaptations de programmes en histoire-géographie, nous avons également le financement et l'accord, grâce à Sylvain Genevois, des éditions des archives contemporaines pour la publication à la fois des actes, et on va essayer d'intégrer d'autres ressources au sein de cette publication. Pour les capsules vidéo que j'évoquais tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une guêpe avec des grandes pattes. Vous voyez là. Donc j'espère qu'on vous a bien rassuré. Vous aurez un droit de regard total sur ces vidéos. Voilà, il y a un montage qui va se mettre en place et vous aurez l'occasion éventuellement de modifier ce montage en fonction de vos intentions. Si vous voyez que vraiment ça ne vous plaît pas, vous l'enlevez. Il n'y a vraiment pas de souci. Par contre, ce qui nous semblait intéressant par rapport à ces capsules, c'est qu'on ne reste pas dans notre sphère de chercheurs et qu'on puisse intégrer d'autres sphères, et notamment celles des étudiants qui ont besoin, finalement, parfois, de présentations plus simples pour pouvoir aborder le monde de la recherche. Donc l'idée était un peu la suivante, c'est pour le réseau des INSPE notamment, et si vous êtes d'accord avec cette idée, c'est qu'on mette en place progressivement tout un ensemble de portraits de chercheurs, c'est un peu le titre du projet, qui permettrait aux étudiants qui travaillent sur l'inclusion de cliquer sur telle personne et qui finalement pourraient avoir en 2-3 lignes des éléments clés qui permettraient peut-être de leur donner envie d'aller lire derrière et ne pas commencer par la lecture, mais d'abord par la rencontre avec le chercheur. C'était un peu l'idée initiale et j'espère que vous avez été très très bon pour pouvoir les motiver. Ensuite, il est également prévu que ces portraits de chercheurs alimentent le réseau RICLAS. Et Jean-Jacques va vous présenter tout à l'heure, peut-être vous remémorer le site de notre association. Et à chaque fois qu'on cliquera donc sur la photo d'un des membres, normalement, votre capsule vidéo va s'ouvrir pour présenter vos travaux de cette manière. Perspective, et je vais bientôt donner la main cette fois-ci à Jean-Jacques. Donc, les JRE ont lieu tous les 2 ans. Oui. Voilà, vous avez compris d'où vient cette idée. Donc, on va se revoir en 2026. En tout cas, on souhaiterait bien vous revoir en 2026. A priori, nous serons effectivement en 2026 certainement chez Jean-Jacques. Donc, voilà. En Guadeloupe, voilà. Donc nous allons changer de nouveau d'océan et de continent. Donc j'espère que tu auras la chance d'avoir toute l'aide que nous avons reçue de la part des collègues. Tu vas voir, c'est très amusant. Effectivement, toutes les expertises qui sont nécessaires. D'ailleurs, oui, Christine, où es-tu? Christine Françoise. Ah, pardon, tu es entre les 2 caméras. Elle a fait un travail extraordinaire de gestion, de lecture, et effectivement, nous a facilité la tâche pour qu'on aille à l'essentiel véritablement sur ces expertises. Voilà, merci infiniment aussi. Et ensuite, on verra la thématique. Il faut qu'on en discute entre nous. Mais en tout cas, je pense qu'on va changer un peu on a déjà quelques idées. Ouais, pas que toi. On a tous des idées, je pense, là, voilà, qu'on va partager. On va peut-être changer un petit peu de thématique, essayer de trouver des choses un peu plus innovantes. On verra ça. Positif. Ensuite, je tenais, avant de donner la parole à Jean-Jacques, à vous parler d'un autre projet qui est un petit peu en lien là, avec les perspectives de recherche que nous avons menées. Nous allons ajouter un étage supérieur au réseau en
redynamisant une ancienne revue qui est une revue je vous parle là de la proto-histoire de la formation, une revue de l'IUFM, voilà, qui s'appelait Expression au pluriel. L'idée était que nous puissions nous appuyer là-dessus pour essayer de redynamiser une nouvelle revue, plus finalement dans les cadres de la formation que nous proposons aujourd'hui. Et donc nous avons déjà un domaine qui a été acheté, ce sera donc la revue Expression RICLAS, tout simplement. Ce sera une revue qui sera gérée avec le logiciel, enfin le LODEL, logiciel, voilà, c'est une revue numérique en open access. Nous avons eu le financement. Ce financement a été opéré grâce à l'Université de La Réunion et grâce notamment aux presses universitaires indiano-océaniques. Et ce n'est pas un petit financement, le budget est assez important. Sachez également que nous avons la chance de pouvoir bénéficier des services des presses universitaires india-océaniques pour la mise en forme des différents articles de l'ancienne revue. Nous avons fait un tri, on ne pouvait pas tout mettre d'un coup. Nous avons fait un tri et puis en fait ce bureau va également nous aider pour les futures publications qui vont avoir lieu. Nous travaillons avec un prestataire de services parisien qui s'appelle, pourtant on voulait échapper à la métropole, vous voyez, qui s'appelle Chapitre 9. Et pour l'instant, nous sommes un petit peu au niveau du site bac à sable, c'est-à-dire on peut commencer à s'amuser, à tracer des choses, etc., qui nous intéresseraient. En tout cas, je pense que d'ici décembre, on va pouvoir déjà vous présenter le site, la forme du site, et puis quelques articles de l'ancienne revue. Mais l'objectif, c'est de redynamiser cette revue, puisqu'elle date de plus de 10 ans. Et le premier numéro, et nous avons beaucoup de chance d'avoir eu l'accord donc de Loïc Poulido, ainsi que Séverine Ferrière, vont donc diriger en 2025 le premier numéro du nouveau format de cette revue. Et nous espérons véritablement pouvoir, dans les 3 ans, 4 ans à venir, pouvoir la transformer en revue qualifiante. C'est un petit peu notre objectif. On va faire ça petit à petit. Enfin, cette revue, et je terminerai par ça avant de te donner la parole, Jean-Jacques, n'a absolument pas pour but de diffuser les actes de colloque ou les actes des téléséminaires. C'est vraiment une revue scientifique. Il y aura donc des appels, effectivement, à communication qui seront, un comité d'expertise qui sera mis en place. Alors, je vous ai déjà envoyé à un certain nombre d'entre vous une proposition, une invitation pour intégrer le comité scientifique. Je vais renouveler cette invitation d'ici quelques semaines. En tout cas, on souhaite vraiment s'appuyer sur le réseau RICLAS qui est déjà très important en termes de chercheurs et de disciplines de recherche qui sont extrêmement différents pour pouvoir nous aider sur ce projet, cette nouvelle aventure. Voilà, merci beaucoup. Merci Pierre-Éric, d'IPEF. Voilà. Donc, contrairement à Pierre-Éric, je n'ai pas préparé. Je vais faire du jazz et de l'improvisation à partir du site internet de RICLAS. J'espère que vous le connaissez déjà, presque tous. Voilà. Et donc, pour preuve que je suis pas dans la préparation, j'avais prévu de raconter la même anecdote. Voilà. Donc, tant pis, ça fait 5 minutes en moins pour le discours. Voilà. En tout cas, RICLAS, donc, comme disait Pierre-Éric, a été fondé pour répondre à ces questions d'isolement des chercheurs, a priori, initialement dans les Outre-mer. Et puis on s'est vite aperçu avec le développement que c'était pas que les Outre-mer, que c'était beaucoup de territoires francophones, mais pas que, parce qu'il y a même parfois des collègues qui viennent de territoires où simplement le français est une langue enseignée, une langue étrangère. Voilà, donc on a été quand même assez surpris par la dynamique de croissance de notre réseau, puisqu'aujourd'hui on est déjà une centaine de membres. Voilà, et donc un des objectifs principaux de mes propos aujourd'hui, c'est un petit peu de vous parler de ça. Voilà, donc on a essayé de rendre visible au maximum les membres de notre réseau. Au début, il y avait même une carte interactive, mais c'était un petit peu lourd à gérer. Et donc, comme disait Pierre-Éric, donc cette visibilité qu'on peut déjà donner à nos membres et cette mise en réseau, elle permet donc déjà d'accéder, quand certains nous l'ont proposé, donc à des CV en ligne, et après donc à ces fameuses capsules vidéo de portraits de chercheurs comme on aimerait faire. C'est un petit peu ça l'idée. Voilà. Et donc on a mis en place donc depuis cette année, enfin depuis cet été,
on a pu négocier avec les services des finances publiques, donc le fait que notre association, parce j'ai oublié de le dire, mais on est devenu association aussi, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, donc association loi 1901, si vous voulez en savoir plus dans l'Assemblée générale, on parlera un peu plus des statuts, mais pas là. Et donc on est reconnu d'utilité publique. Voilà. Et donc un des grands soucis des associations, parce que bien évidemment on a des dépenses de fonctionnement, hein, ne serait-ce que pour organiser des colloques, mais il n'y a pas que des colloques, puisqu'on a aussi donc comment dire, un site internet, de l'édition, il y a déjà beaucoup d'activités dans ce qu'on fait. On est a priori sur un autofinancement qui peut venir soit par des dons, parce qu'on a décidé que l'association marchait pas par adhésion, pour qu'elle reste ouverte, voilà, et soit par des prestations ou des partenariats qu'on peut ou qu'on établira avec d'autres institutions comme les INSPE ou les laboratoires. Voilà. Et donc, je, outre le fait que vous adhériez donc à l'association, outre le fait que c'est important pour nous parce que comment dire, ça donne encore plus de visibilité à ce réseau sur les territoires et sur d'autres plans. Voilà, arriver à faire des dons, ça nous ça serait aussi fortement utile pour arriver à avoir un petit peu des dépenses courantes. Voilà. Et donc on a mis en place en particulier donc un onglet ici sur soutenir l'association. Voilà, donc je vends de suite ce que j'avais à vendre. Hein. Et donc il vous permet en fait d'obtenir un RIB et en retour pouvoir faire un don et on vous envoie ensuite un reçu fiscal pour ceux qui sont en France métropolitaine. Après, je sais qu'il y en a qui payent pas des impôts, comme Rodica, à Taï en Polynésie, voilà. Donc, bon, ou d'autres qui sont sur des territoires où on ne sait pas trop comment ça marche, style le Québec de Loïc, là. Voilà, bon, et c'est des questions ouvertes, hein, comment faire pour inciter à recevoir des dons. Voilà. En tout cas, comme on est dans ce démarrage-là, on en est là. C'est-à-dire que pour le moment, on est sur des ressources propres et personnelles, donc, et voilà, on va essayer d'évoluer, aller chercher des financements, c'est un objectif de l'année prochaine. Voilà, j'ai parlé du nerf de la guerre. C'était ma mission principale d'aujourd'hui. Voilà. Après, je vais dire quelques autres mots de façon générale. Comment on fait pour s'inscrire? Super. Donc on va sur l'onglet membres. J'espère que je me rappelle parce que on a un web. Quand je dis qu'on a pas de financement, on a quand même beaucoup d'aide logistique. En particulier, là, Pierre-Éric a parlé pour le colloque de l'aide logistique de l'INSPE, mais on est fortement aidé par l'Université de Polynésie française et qui donc héberge le site et qui a mis à notre disposition un administrateur, un webmaster. Donc c'est pas rien. Donc je connais pas forcément tout ce qu'il y a sur le site. Et donc pour s'inscrire, on va à la connexion. Donc la connexion permet aussi à accéder à des documents un peu plus personnalisés sur les membres de l'association, de les contacter. Donc parce que c'est un réseau, hein, donc l'idée c'est quand même de pouvoir avoir par exemple, si on monte des projets, c'est un objectif, ou si vous montez des projets, ben, c'est un carnet d'adresses. Voilà. C'est un petit peu ça l'idée. Et donc, on remplit simplement le formulaire, et une fois qu'on remplit le formulaire, on accède à une page dans laquelle on peut rentrer son profil. Profil qui est donc modifiable en temps réel quand vous le souhaitez, et dans lequel, en gros, ça fait apparaître ce que vous avez vu sur les listes de membres. Voilà. Donc c'est très simple pour s'inscrire. Il y a pas de conditions particulières pour s'inscrire, ben, si ce n'est bien sûr être intéressé, autrement on ne s'inscrirait pas, donc aux axes qui sont les nôtres, et puis être soit chercheur, soit doctorant et donc déjà chercheur, soit étudiant dans des masters, soit formateur, soit enseignant. Alors on a souhaité avoir un réseau large dans les personnes qui le constituent. Voilà. Ça va, c'est bon? C'est assez clair? Voilà. Donc, page d'accueil, vous retrouvez un petit peu des annonces, des actualités, et puis surtout donc ce qu'on vous racontait sur comment on a fondé le réseau et pour quelles raisons. Voilà, et donc les axes de recherche qu'on décline donc de façon plus spécifique dans chaque colloque, mais qui reste quand même vraiment surplombant à tous les travaux qu'on souhaite faire, parce que de toute façon, déjà l'acronyme RICLAS, interaction entre culture, langue et apprentissage scolaire, ça cible déjà pas mal d'objets de recherche. Et puis donc là, on a aussi cette diversité, à la fois de ce qu'on regarde, mais dans ce qu'on regarde, par exemple la diversité des territoires, c'est quelque chose qui est très important dans ce qu'on fait.
Voilà. Ensuite, je vais aller plus rapidement. Voilà. Donc, je vais plus rapidement. Donc, on a commencé dès le départ à proposer un téléséminaire. La plus grosse difficulté qu'on a eue, je suppose que vous imaginez, c'était le créneau horaire. Parce que quand on va de plus 10 à moins 10 sur les fuseaux horaires, c'est compliqué à trouver des bons créneaux. Voilà. Bon, malgré tout, on y est plus ou moins arrivé. Donc, c'était un téléséminaire au début qui était pas forcément centré sur des types de thématiques, mais qui était très axé recherche, et dans lequel d'emblée on avait souhaité qu'il y ait à la fois des chercheurs confirmés, mais aussi des chercheurs en cours de devenir, donc des doctorants ou même des masterants, il n'y a pas de souci. Et donc chaque fois on avait 2-3 interventions autour d'une thématique. Et puis très vite, avec une autre collègue qui n'est pas avec nous ici, a émergé notre besoin, qui était de mieux connaître les contextes territoriaux. Certains me l'ont dit pendant ce colloque-là, que ce serait intéressant quand on va par exemple dans un nouveau territoire comme les Antilles en 2026, qu'on puisse déjà accéder à des informations sur ce contexte-là. Je pense par exemple à notre collègue Eddy qui est là, qui a présenté des choses sur la Nouvelle-Calédonie. Si on n'a pas un minimum d'aperçu de cette culture kanak, on ne comprend pas toutes les subtilités de ce qu'il va nous présenter. Je pense à l'igname, par exemple. Voilà, c'est au-delà d'un simple légume. Voilà. Voilà. Donc, il y a eu des séminaires nouveaux qui sont apparus, qui ont un petit peu qui sont affinés progressivement et qui sont devenus donc des séminaires territoriaux contextuels dans lequel on présente donc un territoire par ses ressources, par ce qui s'y fait, par les chercheurs qui y sont présents. Voilà. On essaye même en arrière-plan d'établir une base de données de ressources. Voilà. Donc les colloques, ça fait longtemps que, en réalité, avant que RICLAS existe, Rodica avait déjà initié des colloques, journées de recherche en éducation. Et donc on a absorbé ça dans RICLAS, comme on a absorbé la revue Expression. Voilà. Nos adhérents donc reçoivent une lettre d'information bimensuel en gros, c'est ça? Non, biannuel. Biannuel, ça suffira. Voilà, voilà, voilà. Dans lequel on a les dernières informations, on annonce les colloques, on va faire appel bien sûr aux collègues pour les diverses actions qu'on essaye de mener. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour de RICLAS. Je sais pas s'il y a peut-être déjà des questions là-dessus. Non? Ouais, je vais peut-être dire un mot sur Guadeloupe et comment on a déjà un peu. Tu veux rajouter un truc sur le réseau? L'idée aussi, c'est d'être collaboratif et coopératif. C'est-à-dire là, vous avez vu, on a parlé notamment des téléséminaires, c'est vraiment un exemple. C'est de se dire, ceux qui sont là au début essaient de structurer, d'organiser, de trouver les financements, les acteurs qui sont capables de mettre en œuvre les différents projets. Et une fois que les projets sont établis ou en tout cas lancés, ensuite l'objectif c'est de repasser le bébé finalement à d'autres collègues qui souhaiteraient s'investir dans la revue. Et puis après, systématiquement, lorsqu'il y a des idées qui reviennent du réseau, ben, en fait, on essaie de réfléchir ensemble pour savoir qui fait quoi, comment, où, quel est l'intérêt, est-ce que ça correspond à l'esprit du réseau. En fait, on attend beaucoup également de la part des membres qu'il y ait, on va dire, des propositions qui soient établies. Vous avez compris, je pense, à peu près l'esprit général de ce réseau. Je pense qu'il y a plus d'intelligence finalement multiple, dans cette multiplicité des chercheurs que nous rassemblons, que parmi les quelques membres fondateurs qui sont devant vous, quoi. Donc on attend véritablement de votre part qu'émergent de nouvelles idées, de nouveaux formats aussi. L'histoire des formats est extrêmement importante. La médiation de la recherche scientifique a besoin de nouvelles formes. Peut-être que ce sont des éléments qui pourraient vous intéresser. Donc la Guadeloupe. Bon, donc 2026, ça sera les Antilles, et plus particulièrement la Guadeloupe. Alors, on a déjà un petit peu réfléchi, même si les choses sont pas encore figées, mais il y a au moins, comment dire, un principe qui est de positiver et de faire apparaître nos territoires d'outre-mer ou de la francophonie comme des lieux d'excellence. Et plus vraiment les présenter de façon stigmatisée ou en comparaison avec le territoire de l'Hexagone, par exemple. Et
Et ça, en plus, cette idée donc, de partir sur l'excellence des territoires en termes de recherche et d'éducation, c'est dans l'air du temps à l'Université des Antilles, puisque ça fait partie donc des projets, des axes de recherche actuels et de l'image qu'elle veut renvoyer. Voilà. Ensuite, il y a peut-être aussi deux autres idées qu'on va essayer de conduire. C'est deux sortes d'ouverture, deux sortes d'élargissement. Et donc le territoire, les Antilles, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a au moins trois territoires différents. Il y en a plus que ça en vérité. Mais il y a au moins Martinique, Guadeloupe et Guyane, qui à l'origine, euh, c'était la même université, il me semblait, je dis pas des bêtises, hein. Voilà. Et ce sont des territoires donc voisins qu'on souhaiterait voir s'impliquer et qu'en réalité ce soit un colloque aux Antilles et pas juste en Guadeloupe. Voilà. Donc je remercie déjà les collègues là parce que on a déjà un comité d'organisation locale guyanais qui se met en place. Voilà, c'est parfait. Voilà. Donc ça c'est le premier objectif, arriver à fédérer un petit peu toute la région. Et la deuxième ouverture qu'on va essayer d'initier, c'est au moins à l'intérieur de l'université de Guadeloupe, c'est des ouvertures aux labos. Parce qu'il n'y a pas que des labos de sciences d'éducation qui s'intéressent à l'éducation et à la formation. Voilà. Et donc arriver à inviter, à faire collaborer d'autres collègues de labos de filières plus générales, ben, ça serait aussi la deuxième ouverture. L'idée est donc de pouvoir arriver à un colloque assez rassembleur, en tout cas, rassembleur au moins localement, et voilà, avec suffisamment d'intervenants et d'interactions. Voilà, c'était un petit peu les idées qu'on a actuellement. On en est là. Oui, donc juste après, on a une AG, mais vous allez, en fait, non, elle est ouverte à tout le monde. Voilà, a priori, une AG, ça regroupe les membres. Après, on a une association un petit peu particulière, ce qu'on dira dans l'AG, mais c'est ouvert à tout le monde. Voilà, on va juste un petit peu davantage développer notre bilan d'action et notre bilan financier, mais je vais le développer en 30 secondes, parce que, comme je vous ai dit, voilà. Non, non, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas besoin de faire des dons. Les dons, c'est facultatif. C'est si tu as envie de faire une optimisation fiscale, en gros. C'est ça. Non, 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 on n'a pas de besoin en termes de financement pour le moment, parce qu'en fait, on ne conduit pas de projet. C'est donc c'est quand même une des idées qu'on a depuis le départ, hein. Euh, profiter du réseau, capitaliser sur ce réseau pour arriver à répondre à des appels à projets. Voilà, c'est une perspective. Pour le moment, on s'en empare pas parce qu'on ne peut pas tout faire. Donc, on a élargi cette année notre groupe de quatre. On est passé à 7 hein, avec Loïc ici présent, avec Eleda Robot, que vous avez peut-être vu en visio, et avec David Quesson, dont je parlais tout à l'heure, qui est le webmaster, mais il n'est pas que webmaster, voilà, à l'UPF. Voilà. Et donc ça, c'est un mouvement de toute façon qu'on va entreprendre chaque année, parce que vous voyez, chaque année, on se met deux, trois nouveaux projets sur le tapis, et on en a déjà d'autres pour l'année prochaine. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé aussi par donner la main, n'hésitez pas à le dire. Ça va, ça suffit. Oui. Parfait. Ben voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. Ce sera notre conclusion. En tout cas, merci infiniment d'être venu nous voir à la Réunion. À très bientôt. Comme on dit en créole, n'a retrouve, nous à retrouve, voilà. Donc à très bientôt, donc en Guadeloupe. Passez une bonne fin de journée. Au revoir.